Nous en avons tous fait l'expérience. En présence d'un majeur vulnérable, les délais d'obtention d'une décision par le juge des tutelles sont longs. Le manque de moyens matériels et humains mis à la disposition des tribunaux par l'État a fortement ralenti le travail des juges des tutelles, aujourd'hui submergés. Dans le même temps, nous rencontrons de nombreuses familles qui s'occupent de leurs proches vulnérables et gèrent leur patrimoine de manière naturelle et spontanée, sans qu'une mesure de protection judiciaire, de type curatelle ou tutelle, ne soit mise en place. C'est pour permettre à ces familles où règne l'entente qu'un nouveau dispositif a été instauré par l'ordonnance du 15 octobre 2015, créant une 5e mesure de protection des majeurs, l'habilitation familiale. Cette ordonnance, ratifiée depuis, est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 et a été complétée par un décret d'application du 23 février 2016. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une habilitation ordonnée par le juge des tutelles, à l'appui d'un certificat médical circonstancié, permettant à l'ascendant, descendant, frères et sœurs, ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, aux conjoints, partenaires de Pacs ou concubins, de représenter une personne lorsque celle-ci est hors d'état de manifester sa volonté. Cette représentation peut être générale, l'habilitation est dite alors générale, ou prévue pour certains actes seulement, l'habilitation est dite alors spéciale. Dans les deux cas, l'habilitation familiale est une mesure hybride qui emprunte à la fois aux mesures de protection judiciaire dans sa mise en œuvre et à la représentation conventionnelle qu'est le mandat dans ses effets. L'habilitation familiale répond en outre au principe de subsidiarité, en ce sens que les procurations, les règles résultant des régimes matrimoniaux ou les stipulations du mandat de protection future conclu par l'intéressé doivent prévaloir sur la mise en place de l'habilitation. Et parmi les intérêts de cette tutelle allégée, nous en rappellerons deux. Dispenser l'habilité d'un compte rendu annuel de gestion et supprimer l'intervention du juge, quasiment absent, sauf survenance d'une difficulté particulière et pour certains actes de disposition, et ce, à titre gratuit. Soyez toutefois attentifs à la première phrase de l'article 494-1 du Code civil qui ouvre le dispositif de l'habilitation familiale. Il prévoit que la mesure peut être sollicitée, je cite, « lorsqu'une personne est hors d'état de manifester sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425 ». Vous avez noté que les conditions de mise en œuvre sont restrictives et pourraient donner le sentiment de ne s'adresser qu'à de personnes lourdement atteintes, celles, répétons-le, hors d'état de manifester leur volonté. Illustrons-le à partir d'une situation rencontrée récemment. Vous recevez à l'étude un monsieur âgé qui souhaite acquérir à titre de résidence principale un appartement en état futur d'achèvement. Ne s'étant jamais marié et n'ayant pas d'enfant, il se présente accompagné de sa sœur qui vous précise s'occuper au quotidien de son frère célibataire, et ce, depuis de nombreuses années. Après des échanges verbaux, il vous apparaît que l'acquéreur, confus dans ses propos, n'est pas vraiment apte à comprendre la portée de son engagement. Un régime de protection doit être mis en place, ce dont le frère et la sœur conviennent. Compte tenu du contexte familial, vous pensez que l'habilitation familiale est la solution adéquate et vous conseillez à sa sœur de solliciter du juge des tutelles une habilitation familiale générale. Vous pensez logiquement qu'une fois cette habilitation délivrée par le juge, vous n'aurez plus qu'à signer l'acte de vente en présence de sa sœur, représentant le majeur à protéger. Mais voilà que le juge refuse la demande, sur le fondement du texte de l'article 494-1 du Code civil que je vous ai cité. En l'espèce, l'acquéreur pouvait bien être auditionné par le juge, il n'était donc manifestement pas dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté. Autrement dit, le refus est motivé par une insuffisance d'incapacité. Vous conviendrez avec moi que cette décision a de quoi surprendre, car en effet, ce résultat ne correspond pas à la volonté du législateur
qui, en ouvrant la voie de la déjudiciarisation, souhaitent laisser de plus en plus d'autonomie aux familles pour représenter leurs proches. Car, soit l'habilitation familiale ne s'adresse qu'à des personnes totalement inaptes à exprimer une volonté, et elle ne peut alors concerner qu'une partie marginale des majeurs vulnérables. Je pense aux personnes atteintes de handicap lourd ou de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé, ou encore de personnes dans le coma. Cela signifierait que l'état de santé qui est requis pour prononcer une habilitation familiale devrait être plus grave que celui qu'il est pour une mesure de sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle. Soit alors, l'habilitation familiale est mise en œuvre dans les mêmes conditions que les autres régimes de protection judiciaire fixés par l'article 425. C'est cette seconde interprétation qui, au-delà de la lettre du texte, nous paraît conforme à son esprit et de nature de permettre de pouvoir s'adresser au plus grand nombre. D'ailleurs, l'incohérence de la solution contraire le montre, à 2 titres au moins. Tout d'abord, l'article 494-4 du Code civil indique que la personne à l'égard de qui l'habilitation est demandée est entendue ou appelée. Et ce n'est que par exception que le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à son audition, si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou si la personne est hors d'état de manifester sa volonté. Quel intérêt représente cette audition de principe qui est préalable à la mise en place de la mesure si celle-ci ne concerne justement que les majeurs qui sont précisément censés être hors d'état de manifester leur volonté? Deuxièmement, l'article 494-8 du Code civil précise que la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée conserve l'exercice de ses droits autres que ceux dont l'exercice a été confié à la personne habilitée. Une distinction a ainsi été souhaitée par le législateur qui a prévu une habilitation non seulement générale, mais aussi spéciale. L'intérêt d'avoir laissé subsister la capacité de la personne lorsque l'habilitation est spéciale suppose alors que le majeur soit apte à exprimer une volonté consciente. Là encore, comment une habilitation spéciale pourrait-elle être prononcée en permettant au majeur d'accomplir seul certains actes, alors que son état physique est tel qu'il ne puisse manifester sa volonté? Face à l'allongement de la durée de la vie et à la simplification tant souhaitée au sein même des familles, l'habilitation familiale saura rendre des services et présentera un intérêt pour notre pratique, compte tenu des délais courts exigés dans la formation des contrats. Dès lors, nous proposons de mettre le texte ouvrant les conditions de mise en œuvre de l'habilitation familiale en harmonie avec la volonté du législateur. Édouard va vous donner lecture de la proposition. Considérons qu'en instaurant l'habilitation familiale, l'ordonnance du 15 octobre 2015 a entendu prévoir une alternative aux mesures de protection judiciaire des majeurs. Qu'en se référant, parmi les conditions d'ouverture, aux personnes hors d'état de manifester leur volonté, la formule de l'article 494-1 du Code civil est restrictive, en ce qu'elle pourrait laisser à penser que la mesure n'a vocation à jouer que dans de rares hypothèses. Qu'une telle interprétation littérale n'apparaît pas conforme à l'esprit du texte, d'autant moins qu'elle serait difficilement conciliable avec d'autres règles de l'habilitation familiale. Qu'il y a lieu, en conséquence, de clarifier l'article 494-1 en mettant la lettre du texte en conformité avec son esprit. Le 113e Congrès des notaires de France propose de modifier l'alinéa 1er de l'article 494-1 du Code civil en remplaçant la formule « Lorsqu'une personne est hors d'état de manifester sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425, le juge peut habiliter une ou plusieurs personnes par celle suivante. Lorsqu'une personne ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425,
le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes. Merci beaucoup.